Dans l'ombre d'une île battue par les vents, où la liberté semblait un mirage cruel, 3 hommes défièrent l'impossible. Frank Morris, un esprit rusé aux instincts affûtés, avait déjà trompé les barreaux d'une autre prison. Sur ce rocher, il trouva John et Clarence Anglin, des âmes intrépides prêtes à tout risquer. Ensemble, ils sculptèrent un plan audacieux, taillant le béton, tissant des imperméables volés en un radeau fragile, et posèrent une question que nul n'osait murmurer. Pouvait-on défier la baie de San Francisco? Le FBI jura qu'il s'était perdu dans les flots glacés. Leurs proches clamèrent qu'il respirait encore. Plus d'un demi-siècle plus tard, des indices troublants laissent planer un doute, et si l'impensable était réel? Alcatraz n'était pas qu'une prison. C'était un défi gravé dans la pierre. Jadis repéré par les Espagnols, fortifié par l'armée américaine dans les années 1850, puis transformé en geôle militaire durant la guerre de sécession, l'île devint en 1934 un bastion fédéral, un tombeau pour les criminels les plus insoumis. Les légendes du crime, Al Capone, George Machine Gun Kelly, Alvin Carpi, Robert Stroud, l'homme aux oiseaux, y furent réduits à des numéros. Le rocher dépouillait toute gloire. Sa conception était un étau, cellules exiguës, barreaux si serrés qu'aucun outil improvisé ne pouvait les plier, galeries de tir surplombant chaque couloir, projecteurs traquant chaque ombre. La blanchisserie, la cordonnerie, les ateliers étaient des pièges pour occuper les mains et contrôler les outils. Un ferry fédéral gardait l'unique porte d'entrée et de sortie, les bateaux privés chassaient à distance. La discipline était une machine impitoyable, comptages incessants, repas à heure fixe, privilèges comme les lettres ou la bibliothèque arrachés par l'obéissance et repris à la moindre faute. Le bloc D, l'isolement, enfermait les rebelles dans des cellules aveugles, un néant de béton. Mais le vrai geôlier était la baie elle-même. À 2 kilomètres du rivage, l'eau, à peine 10 degrés, sapait les forces en minutes. Les courants, violents, formaient des tourbillons, des vagues traîtresses. Une marée au Golden Gate pouvait emporter un nageur aguerri au large. Les requins n'étaient pas les monstres des légendes, mais l'hypothermie suffisait. Depuis les cellules, les sons de San Francisco, rire des bars, notes de musique portées par le vent, étaient une torture, la liberté si proche et pourtant hors d'atteinte. Les directeurs, James A. Johnston en tête, entretenaient cette illusion, une cage mentale aussi dure que l'acier. Les chiffres scellaient le mythe. De 1934 à 1963, 36 hommes tentèrent 14 évasions. 23 furent rattrapés, 6 abattus, 2 noyés confirmés. 5, dont nos 3 protagonistes, furent déclarés disparus, présumés engloutis. Sur le papier, le rocher était invincible. En réalité, c'était un duel d'intelligence, une lutte contre l'ingéniosité humaine. Frank Morris entra dans ce jeu en janvier 1960, matricule AZ 1441, un homme dont le passé murmurait déjà la révolte. Né en 1926 à Washington D.C., abandonné par une mère errante, orphelin à 11 ans, il grandit dans des foyers où la survie exigeait ruse et méfiance. À 13 ans, il pillait des bureaux, vidait des boîtes à lunch, ses doigts agiles devenant ses armes. Mais Frank n'était pas un simple voleur. Avec un QI de 133, parmi l'élite intellectuelle, il voyait le monde comme un puzzle à démonter. Les gardiens le décrivaient comme posé, charmeur quand il le voulait, mais toujours en avance, un joueur d'échecs dans un monde de pions. Dans la vingtaine, il enchaînait les séjours en prison au Floride, Géorgie, Louisiane, chaque peine marquée par une tentative d'évasion. En 1955, il accomplit l'impossible, il s'échappa de la prison d'État d'Angola, en Louisiane, restant libre près d'1 an, vivant d'autostop et de petits larcins jusqu'à sa recapture. Son nom devint une mise en garde. Surveillez Morris, il recommencera. Alcatraz devait être son tombeau. Sur l'île, il retrouva John et Clarence Anglin, 2 frères qu'il connaissait des prisons du Sud. Fils de journaliers pauvres de Floride, les Anglin avaient grandi dans les champs, nageant dans les rivières et les lacs pour fuir la chaleur. Au Michigan, cueillant des cerises, ils plongeaient dans les eaux glacées du lac, défiant les blocs de glace. Braqueurs de banque, toujours ensemble, ils opéraient la nuit pour éviter les victimes, tenaces mais non violents. À Alcatraz, leur lien fraternel les rendait inséparables, leur audace physique complémentant l'esprit de Morris. Un 4e homme, Allen West, rejoignit le complot. Voleur de voitures, dur et imprévisible, West apportait une habileté manuelle précieuse. Ensemble, ils forgèrent un plan qui défiait la logique du rocher. En décembre 1961, une lame de scie abandonnée dans la cour devint leur première arme. Sous l'égide de Morris, ils transformèrent des rebuts en outils d'évasion. Un moteur d'aspirateur cassé devint une perceuse, des cuillères aiguisées des burins. Nuit après nuit,
ils attaquèrent le béton friable autour des grilles de ventilation de leurs cellules, un labeur lent, risqué, où chaque coup pouvait trahir. Maurice, jouant de l'accordéon lors des heures de musique, couvrait les crissements du métal. Peu à peu, ils ouvrirent des passages assez larges pour un homme. Derrière les murs, un couloir technique, étroit et oublié, devint leur voie secrète. Au-dessus, un grenier poussiéreux, rarement inspecté, se transforma en atelier clandestin. Là, ils amassèrent leurs trésors, plus de 50 imperméables volés à la blanchisserie, cousus en gilet de sauvetage et en un radeau de fortune. Maurice, inspiré par un article sur la vulcanisation dans un popular mécanique trouvé à la bibliothèque, utilisa des tuyaux de vapeur et des planches pour sceller les coutures, créant une embarcation capable d'affronter la baie. Des chutes de bois devinrent des pagaies, un concertina volait une pompe à air. Pour duper les gardiens lors des rondes nocturnes, ils sculptèrent des têtes factices avec du savon, du papier toilette, de la poussière de béton et du dentifrice, peintes avec des pigments dérobés, ornées de cheveux pris à la Barberie. Posés sur des oreillers, sous des couvertures bourrées, c'est leur donnait l'illusion de détenus endormis. Au printemps 1962, leur plan était une œuvre d'art, un défi à l'histoire, prêt à être joué. La nuit du 11 juin 1962, tout était en place. Mais le sort frappa Allen West. Quelques jours plus tôt, craignant que sa grille ne s'effrite trop vite, il l'avait renforcée avec une pâte de ciment artisanal. Ce soir-là, le béton était dur comme l'acier. Frénétiquement, il gratta avec des cuillères, des outils improvisés, mais la grille tenait bon. Ses appels étouffés se perdirent dans le grondement des ventilateurs. Lorsqu'il dégagea enfin un passage, Maurice et les Anglins avaient disparu. Vers minuit, les trois hommes sortirent de leurs cellules, escaladèrent les conduites du couloir technique comme des ombres, atteignant une grille d'aération sur le toit, sabotée des semaines plus tôt. Ils émergèrent sous un ciel noir, glissèrent le long d'une conduite de cuisine de 15 mètres, rampèrent sous des barbelés, franchirent 2 clôtures et gagnèrent la rive nord-est, un angle mort des Miradors. Là, ils déployèrent leur radeau, un prodige de 1,80 m sur 4,20 m, cousu d'imperméables, scellé par la chaleur et la pression. Alors que les gardiens faisaient leur ronde, Maurice et les Anglins poussèrent leur embarcation dans les eaux noires et glacées, avalées par la nuit. Au matin, la ruse s'effondra. Un gardien, secouant la silhouette dans la cellule de Maurice, vit la tête en papier mâché rouler au sol. Les sirènes hurlèrent, les projecteurs s'allumèrent, Alcatraz entra en confinement. Ce qui suivit fut une traque massive. La garde côtière, le FBI, la police locale et le bureau des prisons fouillèrent la baie. Des vedettes sillonnèrent les courants, des hélicoptères scrutèrent le brouillard. Le 12 juin, une pagaie fut retrouvée près d'Angel Island, leur point d'arrivée prévu. Près de là, un portefeuille en plastique, rempli de photos et de noms liés aux Anglins, refit surface. Le 21 juin, des morceaux d'imperméable dérivèrent près du Golden Gate Bridge, suivis d'un gilet de sauvetage artisanal. Mais aucun corps, aucune preuve définitive. Le FBI conclut à la noyade. Les courants, l'hypothermie, les chances infimes rendaient la survie improbable. L'affaire fut classée, les 3 hommes déclarés disparus, présumés morts. Mais des ombres fissurèrent ce verdict. Pourquoi des hommes si minutieux auraient-ils abandonné des objets personnels s'ils avaient atteint la Terre? Pourquoi aucun corps n'échoua, contrairement aux autres évadés retrouvés en quelques jours? Et pourquoi la famille Anglin reçut-elle des signes étranges? Rachel, leur mère, recevait des cartes postales sans signature, certaines vierges, d'autres avec des mots cryptiques. Des appels silencieux, marqués par une respiration lourde, ponctuaient ces nuits. Chaque fête des mères, jusqu'à sa mort en 1973, un bouquet anonyme arrivait, sans expéditeur. À ses funérailles, 2 femmes grandes, maquillées à l'excès, pleurèrent devant le cercueil avant de s'évanouir. À la mort du père des Anglins, 2 hommes barbus, inconnus, versèrent des larmes en silence avant de disparaître. Pour la famille, c'était clair, John et Clarence, déguisés, rendaient hommage. Les murmures devinrent des cris en 2015. Les neveux des Anglins, Ken et David Widner, dévoilèrent une photo fanée, prétendument prise au Brésil en 1975 par Fred Brizzi, un ami et trafiquant. L'image montrait 2 hommes près d'une termitière, identifiés par Brizzi comme John et Clarence. Des experts médico-légaux, mandatés par la famille, estimèrent qu'il s'agissait probablement des frères. En 2018, une agence irlandaise, Rodco, et des experts en IA de IdenTV appliquèrent un logiciel de reconnaissance faciale, concluant une forte probabilité d'identification. Les sceptiques dénoncèrent une fable, pointant le passé douteux de Brizzi, mais la photo ralluma le mystère.
En 2013, une lettre manuscrite reçue par la police de San Francisco ébranla tout. « Je m'appelle John Anglin », débutait. L'auteur affirmait s'être évadé en 1962 avec Clarence et Maurice, précisant que Maurice mourut en 2008, Clarence en 2011, et qu'il était le dernier, âgé de 83 ans, atteint d'un cancer. Il offrait de se rendre contre un traitement médical et une peine d'1 an maximum. Le FBI analysa la lettre ADN, empreinte, écriture, sans résultat concluant. Les autorités la balayèrent comme une supercherie, mais son existence sema le trouble. La science ajouta au doute. En décembre 1962, John Paul Scott, un autre détenu, nagea 5 km jusqu'à Fort Point, prouvant la baie surmontable. En 2014, des chercheurs de l'université de Delft modélisèrent les marées du 11 juin 1962, concluant qu'un départ entre 23h30 et minuit aurait porté les évadés vers Orshaw Bay, où les débris furent trouvés. La théorie du Brésil persista, soutenue par les neveux des Anglin, évoquant des tests ADN secrets et des vies nouvelles en Amérique du Sud. En 2025, le rocher garde ses secrets. Les US Marshall traquent encore des ombres, des vieillards s'ils vivent. Maurice et les Anglin ont-ils triomphé, vivant sous de nouveaux noms dans un pays lointain? Ou la baie a-t-elle réclamé son dû? Qu'en pensez-vous? Ont-ils péri dans les flots ou ri face au FBI depuis une ferme brésilienne? Dites-le dans les commentaires, likez si ce mystère vous a captivé, et abonnez-vous pour ne pas rater d'autres pépites comme celle-ci.